Le ministre de la République, au lieu de défendre l'intérêt général, a dealé avec un géant américain qui piétine l'état de droit. I believe in you. You're making a great job. I want to be more and more present in France. I need you to succeed here. This is a place to be. This is a new gateway to Europe. Come. C'est l'histoire d'un jeune président fasciné par les États-Unis. De puissants réseaux américains qui ont boosté sa carrière. Macron, c'est totalement l'homme des GAFAM américains. De GAFAM qui, au fil des ans, ont fait du président français leur chouchou. Il fait tout ce qu'il peut pour ce pays. Et je suis un fan du président moi-même. Des géants américains qui détruisent pourtant des millions d'emplois en France. L'hécatombe sociale, elle va être terrible. Tout cela saupoudré de promesses prétendant défendre la souveraineté française. C'est de l'enfumage. Je vais être plus franc que ça. On se fout de nous. Voici comment Emmanuel Macron a ouvert le royaume France à Uber, Amazon, ou Microsoft, quitte à dynamiter notre modèle social. En marche. Vive la France. À 25 ans, Emmanuel Macron entre à l'École nationale d'administration à Strasbourg. Au sein de sa promotion, Léopold Sédar Senghor, il est très bien classé. Les portes du ministère de l'économie lui sont grandes ouvertes. En 2004, il entre à Bercy comme inspecteur général des finances. À 27 ans à peine, Emmanuel Macron a du talent, une ambition sans limite, mais encore très peu de réseau dans la capitale. Pour booster sa carrière, il va solliciter des anciens de l'inspection générale des finances. À ce moment-là, Emmanuel Macron réfléchit à son avenir. Il essaye de savoir comment, maximiser sa position. Il est devenu une petite main importante au sein de l'organisation informelle de l'inspection générale des finances, parce qu'en fait, il a acquis des positions auprès des responsables du corps, et donc il connaît beaucoup de gens, il s'intéresse à la carrière de ses congénères, et donc il se fait un gros relationnel. Et donc à l'époque, il rencontre également beaucoup de gens, des anciens de l'IGF, pour leur demander conseil sur son avenir. Via ces anciens de l'IGF, Emmanuel Macron entend parler d'un puissant lobby américain très bien implanté en Europe depuis les années 70. La German Marshall Fund. The German Marshall Fund of the United States, strengthening transatlantic cooperation in the spirit of the Marshall Plan. GMF is a living memorial to the Marshall Plan, which saw billions of dollars in aid from America to help rebuild Europe after World War II. GMF serves as a conduit, connecting people and ideas on both sides of the Atlantic, seeking solutions for today's big challenges. Et pour faire face à ces grands défis d'aujourd'hui, la GMF rassemble souvent à Bruxelles de hautes personnalités venues des États-Unis, comme d'anciens conseillers à la Maison-Blanche, des généraux en poste à l'OTAN, et même d'anciens candidats républicains. Ce groupe de pression pro-Washington est notamment financé par certains GAFAM, ces géants de la tech américaine issus de la Silicon Valley, mais aussi par l'USAID, une agence gouvernementale américaine. L'ancienne boss de la GMF, Karen Bonfried, a d'ailleurs été longtemps en poste à la CIA. Elle conseille désormais le président Biden pour les affaires européennes. Ce qui intéresse Emmanuel Macron dans ce lobby américain en cette année 2006, c'est qu'il propose à de jeunes élites européennes prometteuses de découvrir l'Amérique. Un programme tout frais payé par la GMF. En 2006, souhaitant lui aussi intégrer ce programme,
Emmanuel Macron téléphone à un ancien inspecteur général des finances devenu banquier d'affaires chez Lazare. Il a lui-même découvert l'Amérique, aux frais de la GMF. Elle m'appelle en me disant « J'aimerais faire ce programme. Je vois que vous l'avez fait, je ne sais plus très bien comment on se parlait à l'époque, probablement tu. Est-ce que tu pourrais me parrainer ?» C'est quoi l'intérêt pour un jeune inspecteur des finances d'intégrer ce genre de programme ? Pendant 1 mois, on vous fait découvrir les États-Unis, mais de l'intérieur. On a une semaine d'intégration à Washington, et donc c'était l'occasion de s'ouvrir de manière exceptionnelle à un autre pays, avec des expériences folles. Enfin, je vous ai dit que j'étais allé à Charlotte, à Milwaukee et dans le Nebraska. Je ne suis pas juste allé faire du tourisme à Charlotte, Milwaukee et Nebraska. À Charlotte, j'ai passé 2 jours avec le rédacteur en chef du Charlotte Observer. Je suis allé rencontrer le maire de Charlotte, le patron de la plus grande banque, etc. À Milwaukee, j'ai passé une nuit dans la voiture de police patrouillant sur l'autoroute Milwaukee-Chicago. On a arrêté des gens sur l'autoroute qu'on a amenés en prison. Enfin, je veux dire, c'est pas juste. Et à Lincoln, j'ai fait la moisson, avec des énormes moissonneuses-batteuses pilotées par satellite. Enfin, c'était, voilà. Donc on découvre une autre culture et on s'ouvre au reste du pays européen. Donc c'est une expérience qui est assez extraordinaire. Ce rêve américain, Emmanuel Macron va le vivre à son tour en 2006. Durant 3 semaines, le jeune inspecteur des finances visitera Seattle, le Wisconsin, et même les installations de la NASA au Texas. De retour en France, ravi de son voyage aux States dans les valises de la GMF, Emmanuel Macron va se lasser de son poste de haut fonctionnaire à Bercy. Désormais, c'est le privé qui le fascine. En 2008, il va se faire recruter par l'une des plus prestigieuses banques d'affaires franco-britanniques, celle de David de Rothschild. En 3 ans, il y fera fortune, près de 3 millions d'euros. C'est donc en tant que banquier d'affaires qu'il commence en 2010 à conseiller François Hollande. Dans ce contexte, il va être approché par un autre lobby américain encore mieux implanté à Paris, la French American Foundation. Fondée en 1976, elle aussi dépense des fortunes pour mettre en relation des élites françaises et américaines. Ces dernières années, on pouvait y croiser Bill Gates, fondateur de Microsoft, Evan Spiegel, PDG du réseau social Snapchat, mais aussi la crème du tout Paris comme Yannick Bolloré, en compagnie de sa femme Chloé Bouygues, nièce du propriétaire de TF1, Arnaud de Puyfontaine, numéro 2 de Vivendi et bras droit de Vincent Bolloré, Maxime Saada, président du directoire de Canal+, Delphine Arnaud, fille du patron d'LVMH avec son mari Xavier Niel, propriétaire du groupe Le Monde, mais aussi des politiques comme Cédric Villani, Amélie de Montchalin ou encore Agnès Pannier-Runacher. Des journalistes comme Caroline Roux, de France 5, et son mari Laurent Soli, ancien conseiller de Nicolas Sarkozy et patron de Facebook France, et des PDG du CAC 40 comme Patrick Pouyanné, patron de Total, ou encore Henri de Castries, ancien PDG d'AXA. Des dîners de gala financés par le gratin du capitalisme français et américain. Comme la German Marshall Fund, la French American Foundation vise à rapprocher les élites françaises des États-Unis. Son programme Young Leader est régulièrement vanté par ses anciens participants. The Young Leader program is an investment in the future of Franco-American relations on a personalized level. The mission of the Young Leaders program is to bring together early career professionals with exceptional leadership potential to share knowledge, exchange ideas, build relationships. What we are most proud of is the extraordinary En 2012, pour intégrer du sang neuf, la French American Foundation demande conseil à Bertrand Badré. Il va suggérer le nom d'Emmanuel Macron. Il était jeune banquier d'affaires, il était passé par le Marshall Fund, il avait un intérêt réel pour les États-Unis. J'étais à l'époque, je crois, administrateur de la French American Foundation. On me demandait des candidats et j'ai suggéré son nom.
Après 4 ans à la Banque Rothschild, en 2012, Emmanuel Macron rejoint donc la grande famille des Young Leaders. The foundation has built an alumni network that is global in reach and that is made up of some of the most influential leaders on both sides of the Atlantic. We have CEOs, journalists, government officials, scientists, policy experts. Parmi ses illustres prédécesseurs, Alain Juppé, Hillary Clinton et même François Hollande. En mai 2012, le candidat socialiste à la présidentielle triomphe de Nicolas Sarkozy. Les Français, en ce 6 mai, viennent de choisir le changement en me portant à la présidence de la République. C'est tout à fait émouvant d'avoir cet accueil partout. Nommé secrétaire général adjoint de l'Élysée, Emmanuel Macron va laisser Fleur Pellerin et Cédric Villani, devenus eux aussi Young Leaders, suivre le programme sans lui. On l'a pas vu. On l'a pas vu ni dans la partie française du programme, ni dans la partie américaine du programme. Moi, je l'ai rencontré une année après, et je me souviens même, l'une des premières questions que je lui ai posées, c'était, je lui demandais pourquoi il n'avait pas participé à ce programme qui est d'habitude très demandé. Et il m'a répondu qu'il était juste trop occupé par les affaires nationales. Si Emmanuel Macron n'a pas participé au programme Young Leader, pourquoi s'est-il rapproché des lobbies américains? Selon un des anciens responsables de la French American Foundation, c'est avant tout par calcul politique. Il s'est rapproché de la French American pour se faire un réseau en France. C'est assez logique de sa part, car il est difficile de faire une carrière politique en France en tournant le dos aux réseaux américains. Pour sa communication, il s'est beaucoup inspiré de Barack Obama parce qu'il voulait être cool. Mais en fait, il n'a pas beaucoup sorti du nid, il n'a pas beaucoup voyagé aux États-Unis. D'ailleurs, son anglais est un anglais appris et non parlé. Je ne pense pas qu'il ait un tropisme américain fort chez Emmanuel Macron. C'est avant tout un pur produit de l'élite franco-française. C'est un personnage de Balzac, un Amiénois de Provence qui traînait autour de la montagne Sainte-Geneviève à Paris quand il était étudiant et qu'il voulait réussir. Et réussir, pour Emmanuel Macron, cela veut dire accéder au sommet du pouvoir. Au printemps 2014, après 2 années passées auprès de François Hollande, le jeune secrétaire général adjoint de l'Élysée se cherche un destin politique. Il va alors saisir une occasion exceptionnelle de se faire à nouveau remarquer par les réseaux américains. Notamment par Henri de Castries, qu'il avait déjà repéré à la French American Foundation. En ce mois de mai 2014, le patron d'AXA préside également le groupe Bilderberg. Un rendez-vous en eau profonde qui rassemble chaque année une centaine de dirigeants américains et européens très haut placés pour discuter des affaires du monde dans une absolue confidentialité. Créé en pleine guerre froide sous l'égide de la CIA, le groupe Bilderberg visait à ranger les dirigeants européens derrière les États-Unis pour contrer l'influence du communisme. En 1977, un journaliste américain dévoilait sur TF1 comment la participation à ce Gotha était souvent synonyme de très belle carrière. Il est possible, et cela semble même certain, que si l'on a été sélectionné pour participer à une rencontre du groupe de Bilderberg, il y a une sorte de courant qui vous entraîne vers les sommets du pouvoir. La plupart des gens qui se sont rendus à ces réunions accèdent à des postes de haute responsabilité dans les allées du pouvoir des premiers ministres ou des ministres de haut rang, par exemple. Et si vous arrivez à un poste très important sans avoir été sélectionné par les gens du groupe, eh bien vous serez immédiatement appelé à en faire partie.
En mai 2014, Henri de Castries propose à Emmanuel Macron un privilège rare. Participer au 62e congrès du groupe Bilderberg, qui se tient cette année-là dans un palace de Copenhague. Devant le patron de Google ou le secrétaire général de l'OTAN, le tout jeune conseiller va dénigrer François Hollande, estimant qu'il ne va pas assez loin dans les réformes néolibérales. Très méconnu, cet épisode ne fut révélé par le JDD qu'en 2017. Devant ces 130 personnes, le secrétaire général adjoint de l'Élysée a pris la parole pour dire tout le mal qu'il pensait de la politique menée par François Hollande, se souvient l'un des participants, encore médusé de la charge de ce jeune inconnu. Fleur Pellerin, qui a assisté à la scène, confirme. Je n'en ai jamais rien dit à personne. Il est vrai que sur le coup, j'en ai été un peu choquée. Un mois après avoir discrètement poignardé François Hollande dans le dos, Emmanuel Macron claque la porte de l'Élysée. Puis il s'envole avec Brigitte, direction la Silicon Valley en Californie. Le temple des géants de la tech américaine, comme Google, Microsoft ou Facebook. Rêvant de fonder une start-up d'enseignement numérique, les Macron y rejoignent leurs amis Delphine Arnault, fille du patron d'LVMH, et son mari Xavier Niel. Le propriétaire du Monde évoquera ce voyage dans le JDD en 2018. Il est parti avec Brigitte à San Francisco voir des chefs d'entreprise de la Silicon Valley. Emmanuel Macron adorait ces entrepreneurs. Il voulait savoir comment ils avaient réussi et pas combien ils avaient gagné. Le 26 août 2014, après 2 mois passés dans la Silicon Valley, coup de théâtre. Emmanuel Macron est nommé ministre de l'économie à la place d'Arnaud Montebourg. Je dois dire que je suis le premier surpris de ce qui se passe aujourd'hui. Il y a quelques semaines, je quittais l'Élysée pour d'autres projets et tu me faisais l'amitié d'être là. Surpris donc, ému aussi, je dois le dire, de me retrouver aujourd'hui devant vous, parce qu'il y a un peu plus de 10 ans, je rentrais dans cette maison, fonctionnaire, et donc je sais ce que c'est que de travailler dans cette belle maison dont tu as bien parlé, qui est Bercy, comme on dit. Très vite, Bercy va lui donner l'occasion d'imprimer sa marque. Elle, Fleur Bon l'Amérique. Son credo, innovation, disruption et Startup Nation. Témoignage de son ancien collègue Christian Eckert. Il avait cette culture, manifestement exagérée peut-être, en tout cas mise toujours en avant, de rupture. En gros, il y avait les vieux croutons, et puis il y avait lui qui était le moderne, neuf, qui voulait libérer toutes les énergies, quoi. Voilà. Et à Bercy, Macron va rapidement trouver une première occasion de faire le moderne. En cette fin d'été 2014, une multinationale de la tech américaine, alors peu connue, Uber, veut concurrencer les taxis en France. Semaine dernière, au siège de la société de VTC Uber, son directeur vantait son tout nouveau service. L'option maintenant Uber Pop, c'est une application mobile, c'est intuitif. Des véhicules que l'on commande comme un taxi ou un VTC, sauf que les chauffeurs sont des particuliers. Ces chauffeurs particuliers, sans formation ni protection sociale, représentent une concurrence déloyale pour les taxis. Le 1er octobre 2014, une loi proposée par le député socialiste Thomas Thévenoud va tenter de remettre de l'ordre. Elle prévoit d'interdire Uber Pop, cette plateforme qui permet à n'importe qui de devenir chauffeur occasionnel, et d'imposer 250 heures de formation pour les chauffeurs Uber. Un coup d'arrêt pour l'appli américaine dans l'Hexagone. Explication d'une députée qui a travaillé sur le sujet.
La problématique d'Uber à ce moment-là, pour pouvoir développer ses VTC de manière concurrentielle au taxi, eh bien la plateforme Uber a besoin d'inonder le marché. Et pour inonder le marché, il faut pouvoir recruter énormément de personnes qui très rapidement peuvent devenir opérationnels au volant d'une voiture et faire chauffeur Uber. Et donc il faut absolument rabaisser les exigences de formation. Le lendemain du vote de la loi, 4 hauts responsables d'Uber sautent dans un van. Direction, le ministère de l'économie, quai de Bercy. Grâce à leur actionnaire Google, qui a joué les entremetteurs, les ténors d'Uber ont décroché un rendez-vous avec le tout nouveau ministre de l'économie, Emmanuel Macron. Parmi eux, Pierre-Dimitri Coty, directeur Uber Europe de l'Ouest, David Plouffe, vice-président d'Uber et ancien conseiller de Barack Obama, Travis Kalanick, PDG d'Uber, et Mark McGann, lobbyiste en chef de la firme. Pendant près d'1 heure, ils vont négocier en direct dans le bureau du ministre qui domine la scène. Quand ils ressortent, le lobbyiste Mark McGann envoie des textos ravis à ses équipes. En un mot, spectaculaire, du jamais vu. Meeting méga top avec Emmanuel Macron ce matin. La France nous aime après tout. Beaucoup de boulot à venir, mais on va bientôt danser. Même enthousiasme du côté d'Astrid Panosyan, conseillère du ministre. Le soir même, elle envoie ce mail à Pierre-Dimitri Coty. Pierre, transmettez nos remerciements à Travis Kalanick. Comme évoqué, nous serions intéressés par une note de synthèse qui résumerait vos attentes en matière de réglementation. Et dites-nous comment nous pourrions prochainement concrétiser un événement avec Emmanuel Macron, ce qui pourrait offrir une image positive. Rassurés par la bienveillance d'Emmanuel Macron, les responsables d'Uber décident de ne pas respecter la loi Thévenoud. Ils implantent Uber Pop un peu partout en France, comme pour passer en force. Strasbourg, Nantes ou Marseille. Quelques mois plus tard, dans un message à un collaborateur, le patron d'Uber Europe envisage un deal avec Emmanuel Macron. Si par hasard Macron t'appelle, je pense que nous devons faire un deal. Pop contre accès facilité à l'activité VTC. Décryptage de notre député. Uber, à ce moment-là, a une plateforme illégale qui est Uber Pop. Et Uber refuse d'arrêter Uber Pop. Ils ont perdu un procès, mais ils sont en appel, donc ils peuvent continuer. Et ils vont l'utiliser comme une monnaie d'échange pour essayer d'obtenir d'Emmanuel Macron un deal qui est le suivant. Si vous nous obtenez une modification des conditions de formation des chauffeurs VTC sur le marché, eh bien à ce moment-là, on arrêtera cette plateforme illégale. Le 3 juillet 2015, Emmanuel Macron confirme par texto à Travis Kalanick, le PDG d'Uber, que le deal est en bonne voie. Nous avons eu une réunion hier avec le Premier ministre. Cazeneuve va faire taire les taxis et je réunirai tout le monde la semaine prochaine pour préparer la réforme et corriger la loi. Caz a accepté le deal. Mais à Marseille, en octobre 2015, un grain de sable apparaît. Alors que la loi Thévenoud n'a pas été encore corrigée, le préfet de police des Bouches-du-Rhône, Laurent Nunez, prend un arrêté pour rappeler l'interdiction d'Uber Pop. Mark McGann, le lobbyiste en chef d'Uber en France, alerte alors Emmanuel Macron. Monsieur le ministre, nous sommes concernés par l'arrêté préfectoral à Marseille. Pourriez-vous demander à votre cabinet de nous aider à comprendre ce qui se passe ? Je vais regarder ça personnellement. Restons calmes à ce stade. Je vous fais confiance. 3 jours plus tard à Marseille, Laurent Nunez retire son arrêté. Uber Pop peut continuer à défier la République. Début 2016, excédés par ce laxisme, des taxis parisiens laissent éclater leur colère. 6 heures du matin, la situation se tend sur le périphérique parisien. Des chauffeurs de taxi en colère viennent de mettre le feu à des dizaines de pneus. La circulation est à l'arrêt Porte-Maillot.
La police intervient. Très vite, les grévistes sont repoussés au-dessus du périphérique. Pneus contre coup de matraque, le face-à-face est musclé. Dans cette mêlée, le véhicule d'un chauffeur de VTC est vandalisé. Dans ce contexte électrique, Emmanuel Macron met à exécution son deal avec Uber. Le 16 février 2016, le ministre abaisse la durée de formation des chauffeurs VTC de 250 heures à 7 heures. Uber a gagné. Pour Daniel Simonet, c'est un énorme cadeau d'Emmanuel Macron à ses amis américains. C'est-à-dire qu'en une journée, vous pouvez devenir VTC. La formation est totalement rabaissée. C'est quand même énorme comme changement. Parce que derrière, il y a un projet politique. Et le projet politique, c'est quoi? Vous l'avez dans le bouquin Révolution d'Emmanuel Macron. C'est remettre en cause la centralité du salariat, du modèle salarial, et s'attaquer au système de protection sociale. Et finalement, promouvoir le développement de l'ubérisation, c'est promouvoir un capitalisme qui externalise tout. C'est quand même magique. Vous êtes une entreprise, mais sous prétexte que vous vous autoproclamez comme plateforme, vous n'avez pas à assumer votre rôle d'employeur. Pas de code du travail à respecter, puisque vous avez simplement un contrat commercial avec des travailleurs. Vous n'avez pas de capital fixe à assumer, puisque c'est au travailleur indépendant d'assumer sa voiture ou l'ensemble de son vélo, ce qu'il a besoin pour exercer la tâche. Est-ce qu'on peut parler d'américanisation de notre modèle social? Bien sûr, je pense que c'est ça le projet, c'est un projet néolibéral qui vise à revenir en fait sur plus d'un siècle de conquis du mouvement ouvrier, puisque vous revenez au modèle du tâcheronnage, payé à la tâche, et vous revenez au modèle où c'est à chacun d'assurer son assurance pour l'ensemble des risques. Donc vous revenez sur toutes les conquêtes du Conseil national de la résistance sur le système de protection sociale, quoi. Début 2016, après avoir ouvert la France à l'ubérisation, Emmanuel Macron s'envole pour le Consumer Electronics Show de Las Vegas, la grande messe annuelle de la tech. La star du soir, c'est Emmanuel Macron. Dans cette ville symbole du capitalisme et de la réussite, il semble être à son aise. Comment allez-vous? Très bien, vous? Vous arrivez en terrain conquis, là, à Las Vegas? On n'est jamais en terrain conquis. Non. Son credo, la France doit copier la prise de risque à l'américaine. Il faut un changement culturel qui est en cours. Prendre plus de risques, valoriser davantage quand on réussit, ne pas dramatiser l'échec. C'est ça? Un discours qui plaît aux entrepreneurs français. Tous veulent un selfie, une photo, s'afficher avec lui. La France est la deuxième nation représentée ici. Emmanuel Macron. De quoi intriguer l'animateur qui n'a qu'une question à la bouche. Et si la France était de retour? En France, on est autorisé à essayer sans pour autant échouer ni réussir. Une petite pique à cet esprit très français auquel il veut définitivement tourner le dos. Lui, il faisait tout ce qui était tech, fintech, French tech, là c'était American tech, je ne sais pas, mais voilà, il avait cette volonté de se donner cette image. Après tout, pourquoi pas? Plus aucun sens. Début avril 2016, à pas de loup depuis son fief d'Amiens, Emmanuel Macron lance En Marche, son mouvement politique. Qui passe du temps. En ligne de mire, l'élection présidentielle de 2017. J'ai mis du temps, j'ai réfléchi, j'ai consulté, j'ai associé beaucoup de gens et j'ai décidé qu'on allait créer un mouvement politique. Un mouvement politique nouveau. Parmi ceux qui l'ont conseillé à l'époque, l'ex-Young Leader François Henrot, un de ses mentors à la banque Rothschild. En quoi son métier de banquier d'affaires peut aider Macron à être efficace en politique? On y apprend l'art de la négociation. On apprend vraiment l'art de la négociation. On est amené aussi beaucoup, et ça c'est, j'allais dire heureusement ou malheureusement, utile en politique, à communiquer, c'est-à-dire à raconter une histoire. Dans le jargon, quand on fait une opération, on construit ce qu'on appelle une equity story, qui est l'histoire qui va
donner aux actionnaires envie de voter cette opération, d'acheter les titres ou d'apporter leurs titres. Donc on y apprend d'une certaine façon aussi des techniques pas de manipulation de l'opinion, mais un petit peu. Mr. Bill and Mrs. Hillary Clinton. Dès 2015, il s'était pris à rêver d'un scénario incroyable pour la French American Foundation. I would not express any wish to avoid crossing any of your personal political preferences, but I think it would be quite fun and quite intriguing that in 2016, for your presidential election, we might have an ex-young leader at least running for the job and possibly elected, and only 1 year later, an ex-young leader running for the job of President de la République française. And guess what? If 2 ex-young leaders would be chairing and leading our respective countries in the same time, that would be for the French American Foundation, for the program, and even possibly for countries, a great thing. Thank you. C'est pourquoi je suis candidat à la présidence de la République. Parce que je crois, plus que tout, que nous pouvons réussir, que la France peut réussir. Et aujourd'hui, je suis conscient des risques que ferait courir une démarche, la mienne, qui ne rassemblerait pas largement autour d'elle. Aussi, j'ai décidé de ne pas être candidat à l'élection présidentielle. Emmanuel Macron a désormais le champ libre et il a un projet. Pour le porter et pour gagner, ce que je veux, c'est que vous, partout, vous alliez le faire gagner, parce que c'est notre projet. Vive la République, vive la France. Un projet, mais pas assez d'argent. Début décembre 2016, c'est à New York qu'Emmanuel Macron va aller chercher des fonds auprès d'expatriés français séduits par son ouverture à l'Amérique. Témoignage d'un ancien correspondant français aux États-Unis. Clairement, cette offre politique que Emmanuel Macron incarnait à ce moment-là résonnait très fort avec le milieu expatrié français, extrêmement privilégié de la côte Est. C'est cet esprit de... Vraiment, on a réussi, on a fait une belle carrière au début en France, ensuite on s'est expatrié aux États-Unis pour travailler dans des grands groupes, français ou pas d'ailleurs, ou dans la finance internationale. Et ça résonnait très très fort, il était extrêmement populaire. Et à New York, c'est la French American Foundation qui va l'aider à lever des fonds. Il y a eu un petit déjeuner dans un club très, très select qui s'appelle The Links, et où il a rencontré des membres de la French American Foundation et c'était dans le cadre d'une levée de fonds, donc qui avait payé pour être là et rencontrer le candidat, et qui a permis à la campagne de revenir des États-Unis avec, j'imagine, beaucoup de fonds de la communauté française aux États-Unis. En 2 jours, Emmanuel Macron va récolter à New York près de 400 000 €. Au printemps 2017, sa popularité est au plus haut. Il est donné gagnant dans de nombreux sondages. Quelques jours avant le premier tour, il obtient un soutien exceptionnel en provenance des États-Unis. Hello. Hello, Mr. President. How are you? It's Emmanuel? Yeah. Exactly. Well, I'm doing very well. How are you? Can you hear me? Yes, I hear you very well. The main message I had was to wish you all the best in the coming days, and make sure that, as you said, you work hard all the way through, because you never know. It might be that last day of campaigning that. Yeah, I do agree. Makes all the difference. So I will fight till the last minute, and we will keep it in touch, and our teams will
alliance in order to organize a new contact and see how to work together if I'm going to the runoff. Thank you very much. I do appreciate you took the time. Future of France. Rebelote à la veille du second tour. Many challenges. And I want all of my friends in France to know how much I am rooting for your success. Because of how important this election is, I also want you to know that I am supporting Emmanuel Macron to lead you forward. En marche. Vive la France! Une des clés, à mon avis, pour comprendre Macron, c'est de regarder son ascension politique sous le prisme en fait, que lui-même se considère peut-être comme une start-up. Ce qui caractérise une start-up, c'est une innovation, une disruption, la figure de l'entrepreneur et une croissance extraordinaire. Macron, il a identifié une faille de marché dans la politique qui était que le clivage gauche-droite pénalisait, selon lui, la bonne marche des réformes. Ensuite, l'entrepreneur, c'est lui, du coup, c'est sa personnalité. Le macronisme est intégralement centré autour de lui-même. Et la troisième composante, c'est l'hypercroissance, donc lever des fonds et y croître. Et donc Macron arrive un peu de nulle part dans la politique. Il lève des fonds, donc il a levé beaucoup de fonds pour sa campagne, il fait campagne, et puis il coiffe au poteau tous les prétendants et il gagne en 2017, donc l'hypercroissance. Le 7 mai 2017, la start-up Emmanuel Macron a achevé son hypercroissance. Et depuis l'Élysée, il va ouvrir la Maison France à l'Amérique. Numéro 3, et c'est notre surprise et notre attente, Emmanuel Macron. Première étape, imiter le style Obama. Number one, a little trash talk. Emmanuel Macron joue au tennis. Voilà Macron. Introduce yourself. Hi, Makita, this is Barack. Allô? Oui? Et à l'instar de l'ancien président américain, le nouveau président français adore les géants de la Silicon Valley. Mais à l'époque, il provoque scandale sur scandale, comme Google, qui ne paye presque pas d'impôts en France. Google aurait utilisé son siège irlandais pour minorer les revenus qu'il percevait en France et donc y réduire ses impôts. Ou Facebook, coupable de ciblage politique pour le compte du nouveau président américain Donald Trump. C'était mon erreur et je suis désolé. And I'm sorry. Désolé pour ne pas avoir suffisamment protégé les données personnelles de près de 87 millions d'utilisateurs de Facebook, dont de nombreux Américains. Des données siphonnées par la société Cambridge Analytica par l'intermédiaire d'un sous-traitant. Problème, la firme britannique joue un rôle de premier plan dans la campagne présidentielle de Donald Trump. We face a number of important issues around privacy, safety, and democracy. But it's clear now that we didn't do enough to prevent these tools from being used for harm as well. And that goes for fake news, for foreign interference in elections and hate speech, as well as developers and data privacy. Un mois plus tard, Mark Zuckerberg et les GAFAM vont pourtant être reçus comme des princes par le nouveau locataire de l'Élysée. Une rencontre organisée bénévolement par le cabinet de conseil américain McKinsey. Pour un président français qui veut croire que la tech va sauver le monde. Very important now to think all together what we can do in order to be sure that we improve social situation, inequalities, climate change, and that we address all together these collective issues. And it's not possible, just to have free riding on one side, even when you make a good business. Il était assez évident que c'était une gigantesque coquille vide et une opération de communication visant à passer un petit peu de vernis sur des grandes entreprises françaises et mondiales de la tech. Rien de contraignant, c'est les GAFAM et les grands groupes de la tech et les grands groupes potes de Macron qui viennent promettre des belles choses et sans jamais avoir aucune obligation derrière. Parmi les dirigeants des GAFAM ravis de venir blanchir leur turpitude à Paris, Dara Khosrowshahi, le nouveau PDG d'Uber. Satya Nadella, patron de Microsoft. Jacqueline Fuller, patronne de la fondation Google. Et bien sûr, Mark Zuckerberg, patron de Facebook. Ce jour-là, l'Élysée accueillait aussi l'entremetteur des premières heures,
Xavier Niel. Dans ces salons offerts au roi de la tech par le groupe LVMH de Bernard Arnault, le président adore draguer les GAFAM en anglais. I believe in you. You're making a great job, and I want to be more and more present in France. I need you to succeed here. This is a place to be. This is a new gateway to Europe. Come. Come. Des compliments reçus 5 sur 5 par les patrons de la tech. Au fil des années, ils vont faire d'Emmanuel Macron leur chouchou. The attitude towards entrepreneurship is really great, and we're very positive, and we're optimistic to keep investing here. Même hommage de la part du patron de Google. We are very excited by President Macron's vision for a digital economy. Idem pour Elon Musk, le très fantasque patron de Twitter. Ce que je peux vous dire, à mon sens, c'est que le président Macron se soucie de l'avenir de la France. Et c'est un homme intelligent. Il sait ce qui est important. En tout cas, il fait tout ce qu'il peut pour ce pays. Et je suis un fan du président moi-même. Je le vois. Alors, je sais que tout le monde ne l'aime pas autant, mais moi je l'aime bien. Si les GAFAM vénèrent à ce point Emmanuel Macron, c'est peut-être parce qu'ils trouvent en lui le parfait VRP de leurs intérêts au sommet de l'État. À l'été 2022, un important lobbyiste de beurre décide de se repentir. Pour Mark McGahn, sous Emmanuel Macron, la France se serait vendue aux intérêts américains. Il décide alors de balancer des milliers de documents confidentiels d'Uber à un consortium de journalistes. C'est le scandale des Uber Files. On découvre ce matin le résultat d'une vaste enquête internationale sur l'entreprise Uber. Cet homme qui dit avoir trop menti et qui dit vouloir se rattraper. Mark McGahn, irlandais de 52 ans, il a travaillé pour Uber dans les années 2010. Il était le lobbyiste en chef chargé de l'Europe, de l'Afrique et du Moyen-Orient. C'est lui, par exemple, qui a accompagné le fondateur de l'entreprise, Travis Kalanick, dans le bureau d'Emmanuel Macron, alors jeune ministre de l'économie, en 2014. Selon le journal, le ministre Macron aurait alors aidé l'entreprise américaine dans le but de faire évoluer les lois françaises pour qu'elles soient plus favorables aux futurs géants des transports. Plus qu'un soutien, Emmanuel Macron a été quasiment un partenaire, écrit le quotidien. Dans la foulée, Le Monde et le Guardian diffusent la première interview du lobbyiste repenti. My name is Mark McGahn. I'm a former senior executive at Uber, and I'm here as a whistleblower. I'm the one who revealed what's become known as the Uber Files. Under my jurisdiction, Uber was not allowed, was not authorized, was not legal. So is it fair then to say in simple terms, the strategy was to knowingly break the law and then change the law? The mantra that people repeated from one office to another was the mantra from the top. So don't ask for permission, just launch, hustle, enlist drivers, go out, do the marketing, and quickly people will wake up and see what a great thing Uber is. When you're meeting with presidents, prime ministers, chancellors, city mayors, how difficult was it for you to get those meetings for Uber? It was, I think, unprecedented in my career to have such easy access to senior members of government, heads of state. It was intoxicating. Mis à nu par l'ancien lobbyiste, Emmanuel Macron va faire le malin façon Jacques Chirac. Il assume d'avoir joué les agents de beurre au sommet de l'État. Très sincèrement, comme disait un de mes prédécesseurs, ça m'en touche une sans bouger l'autre. L'opposition, elle, va chercher à en savoir plus. J'ai déposé le 10 octobre dernier avec l'ensemble de mon groupe La France Insoumise NUPES une proposition de résolution tendant à la création d'une commission d'enquête qui doit permettre de comprendre les mécanismes ayant permis à l'entreprise Uber de plier le droit français pour imposer son modèle. Pour torpiller cette offensive de la France Insoumise, les macronistes vont missionner Benjamin Haddad, l'un de leurs députés les plus pro-américains. Quelques mois avant d'être élu à l'Assemblée, il interviewait Emmanuel Macron en tant que directeur de l'Atlantic Council, un lobby américain qui défend les entreprises de l'oncle Sam en Europe.
of change. This year, I'm Benjamin Haddad. It's my honor to be here in Paris with you, President Macron, for the official launch of the Europe Center of the Atlantic Council. Au bout de 2 minutes, Haddad pose enfin sa question. Let me ask you the first question, Mr. President. Joe Biden was inaugurated as president 2 weeks ago. You spoke to President Biden, stressed the necessity to coordinate on common challenges from COVID-19, global economic recovery, the climate, China, the Middle East, the Sahel and Africa, Russia. Where do we start? Thank you very much. First of all, thank you for being here, and thanks, Mr. Chairman, for your introduction and your first remarks. Fin 2022, c'est ce député pro-américain que les macronistes missionnent pour torpiller la commission d'enquête sur les Uber Files. Pas d'irrégularité, pas non plus d'opacité. Nous ne partageons pas la même vision de la société à l'époque. Vous pouvez trouver un aspect négatif à tout cela, mais ces différences de fond politique qui nous distinguent méritent-elles en droit une commission d'enquête? Nous ne le pensons pas et nous pensons qu'elle vient au contraire alimenter un sentiment complotiste sur le rôle qu'aurait joué le ministre à l'époque. Mais début 2023, la commission d'enquête finit tout de même par voir le jour. Devant les députés, l'ex-lobbyiste d'Uber, Mark McGahn, va confirmer que grâce à Emmanuel Macron, Uber a piétiné les lois françaises durant des années. Je vous parle d'une expérience. Le fait qu'on a pu avoir, par le biais de Google, de l'énergie, des potes, etc., un accès direct à l'hôtel des ministres à Bercy et maintenir cet accès malgré le fait que nous étions, mais sans le moindre doute, dans l'illégalité totale et permanente en France par rapport à la loi sur les transports, par rapport à la fiscalité, par rapport à l'URSSAF, par rapport à la DGCCRF, c'était peut-être peu orthodoxe. Devant des députés embarrassés, l'ancien lobbyiste d'Uber va révéler avoir personnellement contribué à financer la campagne d'Emmanuel Macron en 2017. Je pense que comme beaucoup à l'époque, on était vraiment porté par les promesses et la fraîcheur, le dynamisme non seulement du candidat, mais aussi de son projet. J'avais le droit tout d'abord de contribuer à hauteur de 7 500 € par personne par année fiscale. Donc je l'ai fait en 2016, en 2017, sur mes fonds propres. Je n'étais pas du tout ni un co-créateur, ni un cofondateur de La République En Marche. Mais il est vrai que j'ai donné un coup de main pour surtout les Français de l'étranger qui avaient réussi à San Francisco, à Londres, etc., pour les pousser à contribuer. Mais on voit bien qu'il y a eu cette contrepartie. Mais je pense par ailleurs que l'impact que ça a eu sur l'élection présidentielle, c'est même au-delà du soutien financier de l'ensemble de ces personnes. C'est qu'en fait, Emmanuel Macron, à travers Uber, fait la démonstration vis-à-vis de Xavier Niel, vis-à-vis de Google, vis-à-vis, pas simplement d'Uber, mais vis-à-vis aussi de tous ces investisseurs, qu'il est un bon cheval, quoi. Il va défendre leurs intérêts. Et qu'il a beau faire partie d'un gouvernement où il y a des socialistes, il fait partie de ceux qui ont déjà basculé dans le libéralisme et le néolibéralisme. Donc il est un bon candidat pour le système capitaliste. Et depuis l'arrivée d'Emmanuel Macron à l'Élysée, un autre géant américain a été chouchouté. Le mastodonte du commerce en ligne mondialisé, Amazon. Achat sur Internet et livraison à domicile, son modèle séduit de plus en plus de consommateurs. Au point que depuis 2017, la firme de Jeff Bezos a fait de la France son principal hub européen. Problème, Amazon détruit les petits commerces et abîme la planète. Décryptage d'une députée qui alerte sur les dégâts du commerce en ligne. Le modèle Amazon est mauvais pour l'environnement, mais ça, voilà, parce que la livraison rapide, l'avion, la surconsommation que ça entraîne, mais aussi, mais aussi que ça détruit des emplois en solde net de façon très importante en France. Et ça, en fait, pour qui s'intéresse au sujet, c'était facile à deviner, puisque le e-commerce s'est développé en premier aux États-Unis. Et aux États-Unis, on a eu un phénomène de destruction massive d'emplois.
que personne là-bas ne cherche à nier. Enfin, c'est-à-dire personne ne dit « Ah non, le e-commerce, ça crée des emplois en sol net ». Donc tout le monde dit que ça détruit des emplois en sol net. Ils appellent ça la retail apocalypse. Un constat partagé par des macronistes de la première heure, comme Mounir Majoubi, ex-secrétaire d'État au numérique. Dans un rapport rendu en 2019, il confirmait que pour un emploi créé en France par Amazon, 2,2 emplois sont détruits ailleurs dans le commerce physique. Malgré ses effets délétères sur le petit commerce, dès son élection, Emmanuel Macron va tout faire pour favoriser la multinationale de Jeff Bezos. En 2017, alors qu'Amazon doit près de 200 millions d'euros au fisc français, le gouvernement va lui proposer une ristourne sympathique. À l'époque où Macron est élu, il y a un redressement fiscal en cours sur Amazon. Et il y a une procédure en justice. Et le gouvernement utilise ce qu'il utilise dans d'autres cas, hein. C'est pas que pour Amazon, mais ce qu'on appelle le verrou de Bercy, c'est-à-dire une transaction à l'amiable entre Bercy et Amazon. Sauf qu'en fait, des infos qu'on a, ils ont divisé au moins par 3, voire par 4, les impôts qu'aurait dû payer Amazon en arriéré. Après avoir divisé par 3 ou 4 la dette fiscale d'Amazon, les macronistes auraient négligé une fraude à la TVA encore plus hallucinante. Ils ont fermé les yeux sur une fraude à la TVA massive, donc sur les plateformes de l'e-commerce et notamment celle d'Amazon. Et c'est pas moi qui l'invente, c'est-à-dire que la direction de Bercy de la répression des fraudes à la TVA a fait un coup de filet et a dit mais 98% des vendeurs qu'on contrôle sur Amazon fraudent la TVA. C'est colossal, c'est colossal. On parle d'1 milliard de manque à gagner rien que pour Amazon. C'est énorme. Et pareil, ça c'est non seulement de l'argent en moins dans les caisses de l'État, mais c'est aussi une concurrence déloyale absolument hallucinante. Grâce à cette mansuétude fiscale d'Emmanuel Macron, la multinationale de Jeff Bezos se développe à vitesse grand V en France. Depuis 2017, ses entrepôts ont été multipliés par 11. Problème, ils sont gigantesques. Une bétonisation à marche forcée qui inquiète les défenseurs de l'environnement. En décembre 2019, 150 citoyens tirés au sort sont chargés par le président de la République de proposer des réformes contre le réchauffement de la planète. C'est la Convention citoyenne pour le climat. Moi, ce que je vous dois en retour, c'est un engagement ce soir. C'est que ce que vous mettrez sur la table, il n'en sera pas rien fait. Au contraire. Qu'est-ce qu'on met derrière le sans-filtre ? Que ce ne soit pas manipulé derrière le rideau par des gens qui ont des intérêts cachés ou autres. Des parts d'accord et des... Parmi les propositions, limiter à 10 000 m² toute nouvelle surface commerciale pour ralentir la bétonisation et l'étalement urbain. Une mesure qui porterait un coup fatal à Amazon et à ses giga-entrepôts de plus de 200 000 m². Pour calmer le jeu, le gouvernement commande un rapport à France Stratégie. Vous allez dans la rue. Quant à Emmanuel Macron, il commence à désavouer les propositions de la Convention citoyenne pour le climat. J'ai 150 citoyens, je les respecte, comme des parlementaires. Mais je ne vais pas dire parce que ces 150 citoyens ont écrit un truc, c'est la Bible, ou le Coran, ou que sais-je. En février 2021, un mois avant que la loi climat n'arrive à l'Assemblée nationale, France Stratégie rend à Jean Castex un rapport embarrassant pour Amazon. Le développement du commerce en ligne contribue à accroître l'empreinte carbone de la France, car les produits sont majoritairement importés. Ces acteurs disposent d'une capacité d'évitement de l'impôt bien supérieure au commerce établi en France. Les marchés où le commerce en ligne est bien implanté ont connu des suppressions d'emplois. Gêné, l'exécutif va alors discrètement enterrer le rapport. Quelques semaines plus tard, quand la loi climat arrive comme prévu à l'Assemblée nationale, surprise. Elle prévoit bien d'interdire les surfaces commerciales de plus de 10 000 m², sauf pour le commerce en ligne. Pour Alma Dufour, cette étrange exemption est un nouveau et incroyable cadeau d'Emmanuel Macron à Amazon. C'est-à-dire que vous empêchez le magasin physique de continuer à s'implanter
Et par contre, vous êtes un secteur concurrentiel aux magasins physiques qui emploient des gens, et vous n'avez aucune limitation, aucune pression sur votre impact sur l'environnement et sur l'artificialisation. Et donc, on s'est dit que là, c'était vraiment un avantage compétitif plutôt pour Amazon qui était colossal. Selon des confidences de députés macronistes à Challenge, le président cherchait à l'époque à protéger la multinationale de Jeff Bezos. On nous a expliqué qu'il ne fallait pas toucher à Amazon, que c'était la ligne rouge à ne pas franchir. Et c'est là où on s'est rendu compte qu'il devait y avoir des collusions d'intérêts, puisque rationnellement, même un gouvernement libéral, qui découvre notamment une fraude massive à la TVA sur la plateforme Amazon, ne peut pas, en plus, favoriser autant un acteur comme ça juste après, quoi. Collusion d'intérêts ? Peut-être. Après 3 ans de bras de fer avec l'Élysée, ce journaliste a obtenu une note confidentielle d'un conseiller d'Emmanuel Macron, montrant qu'en 2017, dans les groupes d'En Marche, se trouvait notamment Jean Gonier, le lobbyiste d'Amazon en France. L'attractivité du territoire français pour les géants du numérique et de la logistique est un thème que Jean Gonier, directeur des affaires publiques d'Amazon France, avait poussé durant la campagne présidentielle au sein des groupes de travail d'En Marche auxquels il participait. Effectivement, il est écrit que le responsable des affaires publiques d'Amazon à l'époque, qui s'appelle Jean Gonier, il a participé à la campagne d'Emmanuel Macron, il a travaillé sur l'élaboration de son programme, et c'est intéressant qu'à chaque fois dans ces documents, ils essayent effectivement de tisser les liens. C'est des gens qui se connaissent bien, qui se tutoient, qui se parlent régulièrement, et du coup, on voit qu'il y a une proximité entre eux, on voit qu'ils se connaissent. Le 16 février 2022, alors que la police s'efforce de mater la révolte des retraites, Emmanuel Macron décore discrètement le patron d'Amazon de la Légion d'honneur. Le président marche main dans la main avec Amazon, mais aussi avec Google, qui paye pourtant très peu d'impôts en France. Et comble de l'ironie, en 2019, les macronistes ont sollicité le géant américain pour dénoncer au fisc les piscines non déclarées des Français. Une traque à la petite fraude fiscale, 50 millions d'euros par an, qui a mis en lumière l'incroyable pouvoir que les GAFAM ont acquis sur nos vies privées. En fait, c'est une galaxie en fait, d'événements qui montrent que ces sociétés en savent plus sur nous que nous. Pour vous donner une idée, par exemple, à partir des données issues des réseaux sociaux, sans même parler des images satellitaires, simplement des réseaux sociaux, on est capable de faire des profils qui contiennent, entendez bien, plusieurs dizaines de milliers de paramètres par individu. C'est pas, vous savez, comme les statistiques d'avant, âge, sexe, localisation, profession. On est dans l'hyper-intime sur les convictions, les orientations sexuelles, les convictions religieuses, philosophiques, politiques. On sait tout d'un individu. Et quand on sait tout d'un individu, on est capable d'agir sur lui comme jamais. Toute cette problématique, elle est là. Et donc évidemment que l'État soit parfois tenté d'étendre sa connaissance des individus via les données issues des réseaux sociaux ou des grandes plateformes comme Google, c'est évident. Une surveillance orwellienne mise en place main dans la main avec Capgemini. Depuis l'arrivée d'Emmanuel Macron à l'Élysée, ce cabinet de conseil accompagne l'État dans la numérisation des administrations. Son directeur de communication, Philippe Grandjean, a même cofondé En Marche, le parti présidentiel. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis ce que certains appellent un marcheur de la première heure. En 2019, avec l'américain Microsoft, son cabinet de conseil va être associé à un projet de braquage inédit de nos données de santé les plus intimes. Nom de ce projet très controversé, le Health Data Hub. Le Health Data Hub a été imaginé pour recueillir les données de tous les patients pour mieux soigner chacun d'eux. Par exemple, les informations émises par les différents professionnels de santé de Nicolas et d'autres patients vont alimenter le Health Data Hub. Les données vont ainsi être traitées par les chercheurs en toute sécurité.
En toute sécurité? Pas sûr. Car pour les géants de la tech, nos données de santé sont une véritable mine d'or. Il faut le rappeler, les données de santé des Français sont parmi le plus grand patrimoine de données au monde, structurées de manière identique sur l'ensemble du territoire. Ce qui n'est pas du tout le cas aux États-Unis, ce qui n'est pas du tout le cas dans la plupart des pays. On a des données qui sont d'une valeur infinie. D'ailleurs, il faut rappeler que sur le dark web, les données piratées ayant la plus haute valeur, ce sont les données médicales. Une préoccupation partagée par ce député de la majorité. Il pourrait être intéressant de récupérer ces données pour faire autre chose. Enfin, c'est une mine d'or aujourd'hui pour les sociétés pharmaceutiques. Et puis, il peut y avoir un intérêt géostratégique, c'est qu'à un moment ou à un autre, nos alliés américains, qui ne sont pas forcément toujours nos amis, aimeraient bien avoir une information sur comment ça se passe en France, quel est notre niveau de santé, comment ça fonctionne, parce que ça, plus d'autres informations, ça donne une idée de la stabilité, de la force, du mode de fonctionnement de la France, qui reste quand même un pays important en Europe et sur lequel il est toujours bon d'avoir un œil. Parmi les entreprises qui souhaitent garder un œil sur nos données de santé, le géant informatique américain Microsoft et ses 200 milliards de dollars de chiffre d'affaires. Invité par Emmanuel Macron en 2019 à Paris, son patron Satya Nadella reconnaissait que la donnée est une source d'opportunités considérable. En décembre 2019, les macronistes et Capgemini offrent à Microsoft l'hébergement du Health Data Hub. Et donc, les données médicales de 67 millions de Français. Pour Cédric O, alors secrétaire d'État chargé du numérique, seule la firme fondée par Bill Gates était capable d'héberger nos données de santé. À l'issue d'un comparatif des offres faites par ces différents organismes, il apparaît que seule la société Microsoft est capable de garantir, de répondre à l'ensemble des prérequis qui sont ceux du Health Data. Choisir un GAFAM pour héberger les données de santé des Français? La polémique éclate vite dans la presse. En quoi c'est problématique? C'est que ces données, c'est la quintessence même de ce que nous sommes, dans le sens le plus profond. C'est-à-dire les pathologies, ce qui nous constitue, l'ADN avec les données génomiques, c'est vraiment ce que nous sommes. Permettre à une société qui devra répondre, si la demande lui en est faite, de transmettre ces données aux autorités américaines, c'est prendre un risque considérable. Ce risque considérable, c'est que nos données de santé soient transférées vers les États-Unis. En 2018, en effet, le Congrès américain votait le Cloud Act, une loi autorisant Washington à accéder à toutes les données privées détenues par les multinationales américaines, sur ou en dehors du territoire des États-Unis. En gros, les GAFAM pourraient être une arme d'espionnage industriel et économique. Oui, ils le sont. C'est clair qu'ils le sont. D'ailleurs, il faut se souvenir de pourquoi est-ce que le Cloud Act a été voté, a été mis dans un texte. C'est parce qu'il y avait un conflit entre le FBI et Microsoft qui refusait de donner des informations concernant un de ses serveurs parce qu'il était localisé en Europe. Et au lieu d'aller jusqu'au bout à la Cour suprême, le gouvernement américain a décidé de passer le fameux Cloud Act qui disait « on règle le problème, maintenant vous êtes obligé de me le donner. Et si je vous demande de ne pas le dire à votre client, vous êtes obligé de ne pas le dire à votre client. » Donc comme ça, au moins, je récupère les données de façon secrète. Confier nos données de santé à Microsoft, c'est donc prendre le risque qu'elles soient un jour ou l'autre exploitées par l'oncle Sam. Mais pour les macronistes, notre souveraineté devait être sacrifiée sous prétexte de recherche médicale. Que sur l'infrastructure américaine. Dès lors, il y avait un choix cornélien, qui était de savoir, est-ce qu'on mettait en avant d'abord l'efficacité sanitaire, avec un certain nombre de garanties, et je vous le dis, je ne crois pas qu'il y ait de fuite de données. Mais j'aurais préféré avoir un industriel européen, ne serait-ce que pour tirer l'industrie européenne. Mettons d'abord l'efficacité sanitaire ou la question de la souveraineté avec une moindre efficacité sanitaire.
Beaucoup se sont émus sur la toile en disant « mais qu'est-ce qu'il raconte, quoi ? Qu'est-ce qu'il raconte ?» Il faut savoir que quelques temps après, Bernard Chalès de Derso Systèmes a approché le président de la République et lui a dit dans une réunion publiquement que pour la plateforme des données de santé, alors qu'ils étaient capables chez Dassault, ils n'ont jamais été approchés. Donc d'abord, il y a eu une faute qui est de ne pas organiser un appel d'offres. Or, vu les montants et vu les implications et les enjeux autour du traitement à terme de ces données de santé, ça me semble être le b.a.-ba. C'est d'abord de la loi qui l'impose, pas d'appel d'offres, et surtout, on méprise le fait qu'il y a des entreprises potentiellement capables. C'est d'autant plus problématique que dans cette affaire, les Américains se préoccupent en réalité assez peu de notre santé. Le principe de ces GAFAM aujourd'hui, c'est pas de devenir des acteurs de la santé. C'est pas leur intérêt. Leur intérêt, c'est de devenir des acteurs de la prévention et de l'assurance. Ce qui veut dire en clair, remettre en cause notre assurance telle qu'elle existe, c'est-à-dire notre modèle de protection sociale, au profit d'une vision de capitalisation, d'hyper-individualisation du risque, c'est-à-dire en clair, à l'opposé de ce qui constitue depuis la Seconde Guerre notre modèle social, notre sacro-sainte sécurité sociale. Et ça, c'est un danger politique, ce n'est pas qu'un danger technique ou industriel. C'est vraiment une remise en cause des fondamentaux je dirais, du contrat social français tel qu'il a été plus ou moins adopté après la Seconde Guerre. On donne un peu un butin de guerre aux Américains. On leur donne les clés d'un royaume dont ils n'espéraient véritablement pas l'obtenir. En ouvrant grand les portes de la Maison France à Uber, Amazon ou Microsoft, Emmanuel Macron a fait des heureux outre-Atlantique. Les Français, eux, se retrouvent avec une sécurité sociale mise à mal, des petits commerces laminés et des données de santé à la disposition de l'oncle Sam. Après avoir offert de tels cadeaux aux Américains, les Français auraient pu au moins se faire bien voir de Washington. Dès le début de son premier quinquennat, Emmanuel Macron avait d'ailleurs tenté un rapprochement bien curieux avec le très réactionnaire Donald Trump, quitte à se déplacer régulièrement à la Maison-Blanche, voire à ne plus lui lâcher la grappe. Et pourtant, au fil des années, la France d'Emmanuel Macron s'est trouvée humiliée. Le 13 juillet 2017, les Macron invitent les Trump à Paris. Mais manifestement, Donald est moins intéressé par Emmanuel que par Brigitte. Oh, mais vous êtes vraiment très bien conservé. Oh, vous êtes en parfaite forme. Magnifique. Quelques mois plus tard, Brigitte lui pardonnera son indélicatesse. Quand Macron retourne à la Maison-Blanche en avril 2018, Donald le nettoie, le cajole, le tripote. Mais la bromance va finalement tourner court. Après qu'en juillet 2019, le locataire de l'Élysée ait entrepris de taxer les GAFAM à hauteur de 3% de leur chiffre d'affaires français, Trump s'étrangle sur Twitter. La France vient d'imposer une taxe sur nos géants de la tech. S'il fallait les taxer, ce serait à nous de le faire, les États-Unis. Nous annoncerons sous peu des représailles contre la bêtise de Macron. J'ai toujours dit que le vin américain était meilleur que le vin français. Dans la foulée, BFM révèle que Trump envisagerait une taxe de 100% sur les importations de vin français. En octobre, des premières taxes de 25% impactant les produits français entrent en vigueur à Washington. Dans la foulée, Macron rétropédale sur Twitter. Excellente discussion avec Donald Trump sur la fiscalité du numérique. Nous allons travailler ensemble sur un bon accord pour éviter toute escalade des tarifs. Cette excellente discussion, Donald Trump en dévoilait récemment les coulisses lors d'un meeting pour sa réélection. Je lui ai dit « Emmanuel, comment tu vas ?» Je lui ai dit « J'ai entendu que tu voulais taxer les compagnies américaines ? Les autres aussi ?» Il m'a dit « Non, pas pour l'instant, mais on va le faire. » Je lui ai dit « Bah non, Emmanuel, tu vas pas le faire. » « Bah ça y est, Donald, on a voté la loi. » « Et bah ta loi, tu vas l'annuler parce que si tu l'annules pas, on va mettre 100% de taxes sur les vins et les champagnes français qui entrent aux États-Unis. Et ça va commencer dès ce soir. »
Il m'a dit non, 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 Donald, tu peux pas faire ça, non, 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 non. Je lui ai dit, bah si, je peux le faire, d'ailleurs, je suis en train de signer le décret. Oh non, non, Donald, écoute, non, non, écoute, j'annule tout, j'annule tout. Voilà, c'était tout. C'était facile. Depuis 2014, la fascination d'Emmanuel Macron pour les États-Unis et leur modèle néolibéral a d'ores et déjà laissé des traces profondes dans l'Hexagone. Une économie plus ubérisée où tout devient marchandise. Des travailleurs pseudo-indépendants à la merci de leur plateforme, prenant en charge seuls leur protection sociale. En bref, une société plus individualiste, une France américanisée, précarisée, qui fait la chasse aux pauvres et aux immigrés, au bénéfice des plus aisés, un peu comme outre-Atlantique. Merci d'avoir visionné ce documentaire. Si vous avez pu le voir, c'est grâce à des dons effectués par des milliers de citoyennes et de citoyens comme vous. Off Investigation, c'est des enquêtes que les chaînes de télé n'osent plus produire. Notre liberté éditoriale est totale parce que contrairement aux médias mainstream, on est financé principalement par vous. Résultat, on peut révéler en vidéo à des millions d'internautes les coulisses d'un monde qui dérive trop souvent à l'abri des regards. Aidez-nous à déverrouiller l'information, faites un don. Merci d'avoir visionné ce documentaire. Si vous avez pu le voir, c'est grâce à des dons effectués par des milliers de citoyennes et de citoyens comme vous. Off Investigation, c'est des enquêtes que les chaînes de télé n'osent plus produire. Notre liberté éditoriale est totale parce que contrairement aux médias mainstream, on est financé principalement par vous. Résultat, on peut révéler en vidéo à des millions d'internautes les coulisses d'un monde qui dérive trop souvent à l'abri des regards. Aidez-nous à déverrouiller l'information, faites un don.